Un chasseur sous-marin doit savoir rester immobile, invisible, dissimuler ses intentions, attendre le bon moment, puis porter son coup. Ni trop tôt, ni trop tard, puis laisser sa proie s'épuiser avant de la remonter à la surface. Dans un lac de Sibérie, Vladimir Poutine s'adonne à l'un de ses passe-temps favoris. En cet été 2017, le président de la Russie tient sa vengeance. Il est devenu incontournable, en Syrie, en Ukraine et ailleurs. Il pèse sur les vies politiques des démocraties occidentales. Il est parvenu à influencer les élections présidentielles de son ennemi américain. Pour redonner à la Russie sa puissance perdue, Poutine livre à l'Occident une nouvelle guerre froide. Voici le récit de ce face-à-face fait d'affrontements et de manipulations. C'est d'abord l'histoire d'une revanche, celle d'un homme qui revient de loin, à la tête d'un pays qui revient de loin. En cette année 2012, Vladimir Poutine vient d'être réélu président pour un nouveau mandat de 6 ans. Depuis déjà 12 ans, l'ancien agent du KGB règne sur la Russie. En 12 ans, il a rétabli l'ordre dans un pays menacé d'effondrement, muselé l'opposition, laissé assassiner plusieurs de ses figures, mis au pas les médias. Pourtant, le faste de la cérémonie masque la réalité. Il est affaibli comme jamais. Depuis des mois, dans tout le pays, les plus grandes manifestations depuis la chute de l'Union soviétique dénoncent des élections truquées et exigent le départ de Poutine. Avec la chute des cours du pétrole, la pauvreté explose et rend insupportable la corruption. Poutine lui-même est accusé d'être l'un des hommes les plus riches du monde. L'inquiétude saisit le maître du Kremlin, cloîtré dans son palais. Alors, il contre-attaque, avec une méthode éprouvée. Dénoncer un complot de l'Occident, de l'Amérique, de la CIA. And we do have serious concerns about the conduct of the elections. Russian voters deserve a full investigation of all credible reports of electoral fraud and manipulation. Ces propos de la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton, il les a découverts comme tous les Russes, à la télévision, la veille. Il les présente comme une déclaration de guerre. Деятелям внутри страны дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. Pour maintenir son pouvoir, pour reconquérir son peuple, Poutine veut redonner à la Russie son statut de grande puissance mondiale. Un statut qu'elle a perdu 20 ans plus tôt, après la chute de l'Union soviétique, défaite par l'Occident. Pour mener cette bataille, il réorganise son pouvoir. Il exclut les libéraux et s'entoure de durs. Ils viennent souvent comme lui des services secrets ou sont de fidèles oligarques. Son ami Vladimir Yakounine, ancien officier du KGB, richissime homme d'affaires et fervent croyant, devient l'un des membres du premier cercle,
qui conseille officieusement le président russe. Après l'effondrement du système soviétique, il semblait qu'un conflit idéologique n'avait plus lieu d'être. Mais quand quelqu'un décrète qu'il possède la vérité, lui seul et pour tout le monde, c'est de la domination. Et cela mène à une nouvelle guerre, quel que soit son nom. Guerre idéologique ou guerre froide. Cette nouvelle guerre froide vise bien sûr le vainqueur de la précédente, l'Amérique, et son bras armé en Europe, l'OTAN. Depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, l'Alliance atlantique a pris pied aux portes de la Russie, dans l'ancien précaré soviétique. La Pologne, la Roumanie ou les pays baltes, marqués par l'occupation soviétique, cherchent sa protection. Les États-Unis projettent de déployer à travers l'Europe de l'Est une nouvelle arme à la pointe de la technologie, un bouclier antimissile. Poutine y voit un intolérable défi à sa nouvelle volonté de puissance. La première manche du duel avec l'Occident a lieu au Mexique, à l'occasion d'un G20, un sommet économique où une fois par an se retrouvent les chefs d'État. En coulisses, ces sommets servent à se jauger, à négocier, à montrer ses forces. Il vient avec la volonté de créer un nouveau rapport de force, même s'il n'est pas nécessairement en sa faveur. Ce qui l'obsède à ce moment-là très précis et qui sera au cœur de notre entretien, c'est la défense antimissile que les États-Unis ont décidé d'organiser à l'est de l'Europe et qu'il perçoit comme un acte hostile. L'OTAN est le système militaire et politique du monde occidental. De ce point de vue, si la menace du communisme a disparu, notre question est toute simple. Pourquoi l'OTAN s'accroît-elle? Je lui fais comprendre que la défense antimissile ne doit pas être dirigée contre la Russie, mais doit protéger l'Europe d'éventuelles attaques venant de l'Iran, puisque c'est à ce moment-là que la menace peut paraître la plus sérieuse. Lui fait comme s'il n'était pas pleinement convaincu, et d'ailleurs essaye de montrer, dessin à l'appui, que la défense antimissile vise la Russie. Poutine sait que l'Iran n'est qu'un prétexte, mais il espère se faire entendre du vrai patron de l'OTAN, qu'il rencontre pour la première fois en tête-à-tête. En effet, Barack Obama a toujours affiché une volonté d'apaisement vis-à-vis de la Russie. C'était une rencontre tendue, sans aucune chaleur. Poutine a longuement sermonné le président Obama sur tous les méfaits des États-Unis au cours des dernières années, à commencer par l'élargissement de l'OTAN sous l'administration Clinton. Le président Obama a essayé de s'adresser à M. Poutine dans un esprit de logique. Mais cette logique n'était pas nécessairement partagée par M. Poutine. Dès lors, le bouclier antimissile en Europe de l'Est est non négociable, lui dit Obama. La conférence de presse est glaciale. We have also discussed international affairs. All interested parties. Au fond, aux yeux d'Obama, que pèse réellement Poutine? À la tête d'un pays au PIB égal à celui de l'Espagne. La rencontre s'achève sur une mésentente entre les deux hommes. Ils ne considéraient pas la Russie comme un partenaire égal. Bon ou pas bon, mais en tout cas égal. Ce comportement dénotait un sentiment de supériorité. Une manière de signifier « Vous n'êtes pas à mon niveau, alors filez droit ». I did not feel
Je n'ai pas senti qu'il y avait une bonne relation entre le président Obama et Vladimir Poutine. Pour je ne sais quelle raison, leur rapport était mauvais. Je pense que cela a contribué à la dégradation des relations. Poutine se sent méprisé par Obama. Un détail, mais qui compte à ses yeux, l'Américain n'a même pas essayé de dire un seul mot en russe, alors que lui en a placé quelques-uns en anglais. Si je connais 2 mots en chinois ou en allemand, dans des négociations, je trouverai un moyen de les utiliser pour montrer mon respect. L'humiliation, c'est vrai que c'est sans doute le fil conducteur psychologique de toute cette affaire. Ce sentiment supposé d'humiliation vis-à-vis d'un Occident qui aurait presque organisé la chute de l'URSS, en oubliant que l'URSS s'est effondrée quand même sous le poids de sa propre inefficacité. Poutine est très russe. Les Russes ont un complexe d'infériorité. L'Occident ne nous prend pas au sérieux. Il nous considère comme une sorte de petit frère attardé qu'on peut maltraiter et insulter en permanence. Ils ont constitué une grande puissance à l'égal des États-Unis. Et maintenant, plus personne ne les écoute. Non seulement les Occidentaux ne l'écoutent pas, mais partout, ils avancent leurs pions. En Syrie, un vieil allié de la Russie, Bachar el-Assad est confronté à un soulèvement. Ses opposants sont armés par l'Europe et les États-Unis. Pour Poutine, pas de doute. L'Occident ourdit un changement de régime, comme en Irak en 2003, comme en Libye où Kadhafi vient d'être assassiné. Alors, pour contrer les menées occidentales en Syrie, il soutient, autant qu'il le peut, un régime au bord de l'effondrement. Deux ans plus tard, à Sotchi, Poutine inaugure ses fastueux Jeux olympiques d'hiver, dont il veut faire un symbole de puissance. Au dîner de gala, parmi les chefs d'État assiste un de ses alliés historiques, à la tête d'une ancienne république soviétique, le président d'Ukraine, Viktor Yanukovych. L'Ukraine, avec ses 45 millions d'habitants, occupe une position stratégique entre l'Europe et la Russie. Mais Poutine est préoccupé par les graves problèmes que rencontre le président ukrainien. À Kiev, sa capitale, la population se révolte contre un dirigeant corrompu et inféodé à Moscou. La foule réclame un rapprochement avec l'Union européenne. Pire, les Américains sont là. Une conseillère d'Obama vient en personne distribuer des vivres aux opposants, place Maïdan. Or, Poutine considère que les États-Unis s'étaient engagés, après la chute de l'Union soviétique, à ne jamais intégrer l'Ukraine dans le camp occidental. Le 15 février, tout s'accélère. L'équipe russe de hockey dispute un match crucial face aux États-Unis. En Ukraine, le pouvoir fléchit face à l'opposition pro-occidentale. Un cauchemar pour Poutine qui redoute que ce pays ne tombe à brève échéance dans l'escarcelle de l'OTAN, qui ne serait plus alors qu'à 500 km de Moscou. Au tir au but, les États-Unis l'emportent, à la grande colère du président russe. Il convoque son conseil de sécurité à Moscou. Son plan ? Envahir en territoire ukrainien la Crimée. Cette presqu'île peuplée de russophones abrite une base navale russe. Mais une invasion militaire en Europe n'est pas une légère décision.
Poutine réfléchit, consulte. Dans les cercles du pouvoir, certains, les plus durs, souhaitent qu'il passe à l'offensive. Comme Konstantin Malofev, un oligarque de la jeune génération ultranationaliste, chantre de la grande Russie chrétienne. C'était sa décision. D'après ce que j'ai entendu, elle n'a pas été facile à prendre. Mais il y a eu des débats. La grande question, c'était qu'est-ce qui se passera après? Quelle sera la réaction des Occidentaux, des Américains, qui parrainent cette junte à Kiev? À vrai dire, leur réaction semblait évidente. Pariant qu'Obama n'osera pas l'affronter, Poutine donne son feu vert. Le 23 février, il clôture les Jeux Olympiques et, au matin du 26 février, la Crimée se réveille aux mains des forces spéciales russes, débarquées dans la nuit. Un État souverain, l'Ukraine, est envahi par un autre, la Russie. Nous avons été surpris qu'il attaque la Crimée. Nous savions que c'était possible, mais tout de même, ça a été une surprise. Son but était de maintenir l'Ukraine déstabilisée et de s'assurer qu'elle ne se rapproche jamais de l'Occident. Il n'est pas, comme on aime à le penser, surtout aux États-Unis, un grand stratège, un joueur d'échecs. Il joue au blackjack. Ça suppose d'accepter les risques. C'est typiquement russe. Il y a un mot en russe pour ça, a voice, qui signifie à peu près « j'agis et je vois ce qui se passe ensuite ». Obama appelle Poutine. Pendant plus d'une heure, il le menace. N'allez pas plus loin en annexant la Crimée, sous peine de lourdes sanctions. Ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que le président Obama a dit très clairement au président Poutine « Les actions de la Russie sont inacceptables. La souveraineté territoriale de l'Ukraine doit être restaurée. » Mais Poutine va plus loin. Cette fois dans le Donbass, une région orientale de l'Ukraine. À partir de l'été 2014, des troupes russes, sans uniforme, viennent soutenir les rebelles séparatistes pro-russes face au nouveau gouvernement de Kiev. Une sale guerre commence. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? À seulement 800 km de Moscou, que nous restions sans rien faire pendant qu'ils tuaient nos gars? Nous devions nous protéger. Ça veut dire protéger nos intérêts à proximité de nos frontières. Soupçonné par les Occidentaux de financer les séparatistes, Malofev est l'objet de sanctions. Car pour Poutine et les siens, la guerre a un coût. Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем с ситуации вокруг Украины, вокруг Крыма. Une cinquantaine de ses proches sont interdits de voyager et leurs avoirs à l'étranger sont gelés. De sévères sanctions, européennes et américaines, touchent les exportations de pétrole, le système bancaire, l'armement. Сергей Викторович, что по этому поводу могли бы нам сказать и проинформировать о чем? Президент Обама объявил о новых санкциях, которые касаются примерно 20, опять же, физических лиц и одного финансового учреждения Банка России. Сколько физических лиц? Около 20. Кроме этого, наши украинские соседи... Utilisons notre meilleur atout. Quel est-il? C'est l'économie. Pas les rapports de force dans l'Est ukrainien. Car au niveau économique, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe plus les États-Unis, pèse 50% du PIB mondial.
La Russie n'en représente que quelques pourcents. Poutine, en février 2015, finit par négocier, à Minsk, un cessez-le-feu avec les Occidentaux. Maître d'un conflit qui l'active à sa guise, il s'est assuré que l'Ukraine ne rentre pas d'aussitôt dans l'OTAN ou l'Union européenne. Mais à quel prix? La célébration grandiose du 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme est en trompe-l'œil. Les sanctions affectent l'économie. Le rouble s'effondre, même le budget militaire devra être réduit. Aux Russes, il avait promis la gloire. Ils le payent chèrement. Les prix s'envolent, la pauvreté s'accroît. Mais Poutine reste sourd aux inquiétudes des milieux d'affaires. Ce qui le préoccupe d'abord, c'est qu'il est devenu un paria, à la tête d'un État mis au banc. Humiliation cinglante. Les dirigeants occidentaux ont refusé d'assister à cet anniversaire exceptionnel. Pire, lui qui voulait refaire de la Russie une puissance mondiale est même exclu du G8, le sommet des grands de ce monde. Alors Poutine, pour rappeler qu'il lui reste au moins une armée puissante, en est réduit à des provocations. Pour la première fois depuis la guerre froide, des jets russes menacent des navires américains en mer Baltique. En guise de réponse, il ne reçoit que le dédain du chef de la première puissance mondiale. Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Il est fou. Peut-être qu'il joue trop au basket. Il a jeté un œil à un globe. Il connaît l'histoire de Stalingrad. Il croit vraiment que nous ne sommes qu'une puissance régionale. À la fin de l'été 2015, dans sa luxueuse villa au bord de la mer Noire, Poutine affiche soudainement un visage plus serein. Pour briser l'isolement dans lequel les Occidentaux le maintiennent, il a fini par comprendre que la confrontation est peu efficace. Il a un plan. L'heure de la vengeance a sonné. Elle ira au-delà de ses espérances. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашим распоряжением, боевая авиация наших вооруженных сил. Dans un premier temps, il revient sur le devant de la scène grâce à un coup audacieux en Syrie. Il ordonne une intervention massive en faveur du régime de Bachar el-Assad. Des centaines d'avions sont envoyés écraser sous les bombes, des mois durant, toute opposition au dictateur syrien. Pris par surprise, les Occidentaux laissent faire Poutine, non sans arrière-pensée. Nous escomptions que les Russes s'embourbent, comme en Afghanistan, qu'ils doivent dépenser toujours plus de ressources pour soutenir Assad. Mais malheureusement, la Russie n'a pas été épuisée par son intervention en Syrie. Les Russes ne s'embourbent pas en Syrie. Au contraire. Leur intervention permet au régime d'Assad de vaincre la rébellion. Autant qu'une guerre, c'est une bataille d'images que mène Poutine. C'est pourquoi l'année suivante, en mai 2016, il s'offre un show télévisé grandiose,
pour célébrer sa première grande victoire contre le groupe terroriste Daesh, la reconquête du célèbre site archéologique de Palmyre. En réalité, Poutine combat moins vigoureusement Daesh que l'opposition plus modérée. Mais en se posant en rempart, il s'adresse d'abord aux opinions publiques occidentales. Il espère que, traumatisées par les attentats, elles seront sensibles à ses postures martiales. Ça, sa logique de communication. Regardez, celui qui a été le plus lucide, c'est moi, Vladimir Poutine, et c'est la Russie qui permet d'en terminer avec Daesh. L'opération syrienne a démontré à Poutine l'importance et l'impact de la communication. Quand on a un budget militaire 10 fois inférieur à celui des États-Unis, elle est l'arme du faible, par excellence. C'est pourquoi il a demandé à son nouveau chef d'état-major, le général Gerasimov, une nouvelle doctrine militaire. Ce sera la doctrine Gerasimov, celle de la guerre hybride. Subversion, espionnage, propagande et cyberattaque doivent façonner le paysage politique et social de l'adversaire. L'élément le plus important, c'est l'information, parce qu'elle ne s'arrête jamais. La bataille de l'information, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête jamais. Et dans cette bataille de l'information, l'Occident, et d'abord les États-Unis, a été désigné comme un adversaire, et même un ennemi. Devant un parterre d'invités, il célèbre la réussite de la télévision d'État qu'il a créée pour propager les idées russes dans le monde. Телеканал Russia Today доступен сейчас для 700 миллионов зрителей. И сегодня, когда ситуация в мировой политике, прямо скажем, сложна, как никогда важно, чтобы ваш и наш голос, вашу и нашу позицию слышали. À l'instar des missiles et des pipelines, Russia Today, RT, est considéré par l'État comme un outil stratégique dont le budget est garanti. RT est diffusé en 5 langues, dans une centaine de pays. Sur Internet, le cœur de sa stratégie, ses vidéos sont plus vues que celles de CNN ou de la BBC. Les États-Unis sont bien sûr un objectif prioritaire de RT. Elle y a ses plus importants bureaux dans le monde entier. Well, a new report shows viewers are leaving the mainstream media by the drove. So it looks like people are turning elsewhere to get their news. Par exemple, quelques jours après mes débuts ici, il y a eu un mouvement de protestation appelé Occupy Wall Street qu'ils ont couvert, enfin, qu'on a couvert très largement. Police brutality running wild in New York. Notre couverture médiatique était démesurée. Et maintenant, je comprends pourquoi. C'est leur rêve de voir les Américains s'insurger, exprimer leur défiance vis-à-vis du système, de la démocratie et du capitalisme. Leur rêve de voir les Américains eux-mêmes dire que leur système ne fonctionne pas. Since President Obama took office, the country has seen the largest rise of people on food stamps ever. Here in D.C., because we are out here struggling. My name is Daniel Bush. Top officials say the White House is behind the terrorism of their population and new evidence from 9/11. Il y avait beaucoup de théories du complot. C'était une grande part de leur stratégie. Ils essayaient de tirer avantage des problèmes et des divisions existants aux États-Unis. Poutine a compris que les opinions publiques sont le point faible des démocraties occidentales. Au début de l'été 2016, c'est une leçon qu'il a très certainement en tête lorsque le secrétaire d'État d'Obama lui rend visite au Kremlin. Well, Mr. President,
We're very appreciative for the opportunity to have a serious conversation about serious issues. John Kerry douche ses espoirs d'un allègement des sanctions s'il ne change pas de politique en Ukraine et en Syrie. Pire, on lui annonce la prochaine inauguration des bases antimissiles à ses frontières. Le plus préoccupant, c'est que 6 mois plus tard, il pourrait avoir à traiter avec quelqu'un de plus inflexible encore. Celle qu'il a publiquement accusée d'avoir donné le signal à ses opposants en 2011. Sa bête noire, Hillary Clinton. La grande favorite des élections américaines qui s'annonce. He's a very arrogant person to deal with. Like many bullies, he is somebody who will take as much as he possibly can. Russia is trying to move the boundaries of the post-World War II Europe. We've got to get NATO back working for the common defense. Face à elle, Poutine a la surprise de voir surgir un outsider, un populiste qui affiche des positions favorables à la Russie et critique l'OTAN. Hillary likes to play tough with Russia. Putin looks at her and he laughs, okay? He laughs. Russia doesn't like ISIS any better than we do. Wouldn't it be nice if we actually got along with Russia and you could knock them out together? Wouldn't that be a good thing? Nous avions le choix entre une folle, Clinton, et un hooligan, Trump. Qui préféreriez-vous rencontrer dans une rue? Une folle ou un hooligan? Un hooligan, bien sûr, car avec un hooligan, vous avez encore une chance. Avec une folle, vous n'en avez aucune. Une forme de guerre hybride est lancée contre Hillary Clinton. Des hackers russes, se faisant passer pour des Américains, produisent plus d'1 million de tweets hostiles à la candidate. Sur Facebook, leurs messages sont propagés des semaines durant auprès de 126 millions d'internautes. Les médias pro-russes répandent rumeurs et fake news. So in 2015, 96% of the Clintons' charity went to themselves. The rest of their charitable Ainsi, donations from that cette year seule vidéo est vue par 9 millions d'Américains sur les réseaux sociaux. that same charity made a $700,000 donation. Nous avons été surpris de constater à quel point l'Occident a eu peur d'une seule chaîne alternative venant de Russie. Cela démontre que l'Ouest est bien plus faible qu'il ne le prétend. Poutine pousse son avantage. Il ordonne ce que le KGB appelait des mesures actives. L'équipe de Trump est approchée. En tout, une dizaine de conseillers ou de proches du candidat. Les agents du renseignement américain sont confrontés à un scénario inimaginable. Dans ce qu'ils nomment des mesures actives, qu'aux États-Unis nous appelons actions clandestines, visant à influencer une élection ou un gouvernement, il y a toujours un élément humain. Et je peux affirmer que les Russes cherchaient à approcher des gens. Nous avons obtenu des informations suggérant que certains membres de l'équipe Trump avaient été harponnés par les Russes. Avec cet argument, nous pouvons vous livrer des informations utiles sur Clinton et vos adversaires politiques si en échange vous faites machine arrière en Ukraine. Bref, on vous propose un deal. Fin août 2016, 3 mois avant l'élection, la guerre hybride de Poutine franchit un seuil, celui de l'espionnage. Des hackers piratent les ordinateurs de l'équipe Clinton pour dérober des emails qui la compromettraient. Des machines à voter sont également ciblées. Le cœur de la démocratie américaine est attaqué. Cette fois, les services de renseignements américains n'ont plus de doute sur l'origine de l'attaque. Nos agences de renseignement ont été en mesure d'affirmer que la Russie s'efforçait d'interférer avec les élections. Mais l'administration Obama est désemparée face à cette attaque sans précédent.
comment riposter? Un projet de cyberattaque contre les infrastructures russes est envisagé. Nous nous sommes longuement demandé s'il fallait leur faire payer ce qu'ils avaient fait, les punir. Nous avons décidé que nous pourrions y repenser plus tard. Le plus important était de les stopper et de les empêcher de recommencer. La Maison-Blanche décide de traiter l'affaire dans le plus grand secret. Nous étions convaincus que l'objectif principal de la Russie était de susciter le doute, de décrédibiliser et de délégitimer nos institutions. Nous devions donc être très prudents vis-à-vis du grand public. Si nous-mêmes ou le président avions déclaré « voilà ce qu'ils essaient de faire, mais ils ne réussiront pas », eh bien, ça aurait justement semé le doute que la Russie essayait de susciter. Ils pensaient qu'Hillary Clinton gagnerait haut la main. Ils ne voulaient pas créer un nouveau problème politique. Du Obama tout craché, paralysé par l'analyse. Parlons-en, réfléchissons, faisons ce qui est le plus juste. C'est exactement le contraire de Poutine qui ne s'embarrasse pas de toutes les implications stratégiques. Eux, ils voulaient étudier tous les angles, toutes les conséquences. Et il y avait plein d'avocats dans la pièce pour être sûr de ne pas enfreindre les lois. Obama choisit donc d'aller s'expliquer les yeux dans les yeux avec Poutine. En marge d'un G20 en Chine, prévu de longue date, le 5 septembre 2016. Le président a été très direct. Il a dit à Poutine que nous savions ce qu'il faisait et qu'il devait arrêter, sinon il y aurait des conséquences. C'est très difficile de traiter avec quelqu'un qui ment constamment. C'est un ancien du KGB. En fait, tous les agents de renseignement du monde ont la même manière de se comporter. À la CIA, nous avons un écriteau qui dit « N'admettez rien, niez tout, faites des contre-accusations ». Après ça, nous avons constaté que les efforts des Russes pour voler et utiliser les informations avaient cessé, pour autant qu'on le sache. Mais il était déjà trop tard. Ils avaient déjà transmis ces informations à une tierce partie qui, pendant les mois à venir, allait pouvoir les diffuser à tout moment utile. Cette tierce partie, c'est le site internet Wikileaks. Un mois avant le scrutin, le 7 octobre 2016, la CIA rend enfin publique ses informations sur l'ingérence russe. The Russian government has engaged in espionage against Americans. Dans les heures qui suivent, Wikileaks publie les emails piratés de l'équipe d'Hillary Clinton, affaiblissant considérablement la candidate. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Dans cette élection serrée, où chaque voix a compté, l'ingérence russe, des mois durant, a pesé lourd sur le résultat. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла. Господина Дональда Трампа с победой на этих выборах, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. L'ancien lieutenant-colonel du KGB a réussi un coup magistral. Peser sur une élection américaine, voire apparaître comme le parrain du nouveau président de la première puissance mondiale. Comme il doit savourer sa revanche. Quel chemin parcouru depuis le temps où, après la chute de l'Union soviétique, dans les années 90, les Américains pouvaient faire de son prédécesseur, Boris Yeltsin, leur obligé. En juillet 2017, il rencontre enfin Donald Trump. Enfin d'égal à égal avec un président américain. Ce tête-à-tête qu'il pense déterminant a été soigneusement négocié avec l'équipe américaine.
Poutine espérait créer entre eux une certaine alchimie. Si je vois Trump, si je lui parle, si je lui donne l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'il est brillant, si je le flatte, alors il me donnera ce que je veux. Les Américains ont exigé des tête-à-tête plus courts. Cela peut expliquer pourquoi la rencontre à Hambourg a été interrompue. Ils ne voulaient pas laisser trop longtemps leur président en tête-à-tête avec Poutine. Poutine doit se rendre à l'évidence. Trump ne peut s'engager sur rien, reste évasif sur tout. Il a les mains liées, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne peut pas faire ce qu'il a promis de faire. En voulant nuire à Hillary Clinton, Poutine n'avait pas prévu de se trouver face à un président affaibli et une Amérique plus hostile que jamais. Trump a les mains liées, menacé par des enquêtes sur ses relations avec la Russie. Les sanctions ne sont pas levées, mais alourdies par un Congrès rendu furieux par l'ingérence russe. We're talking about a foreign government that, using technical intrusion and lots of other methods, tried to shape the way we think, we vote, we act. That is a big deal. Je suis encore stupéfaite que Poutine ait pris un tel risque. C'est quelqu'un qui prend des risques, on l'a déjà vu. Mais attaquer les États-Unis, c'est autre chose. Nous n'avons pas fini de répondre. Il doit en être conscient. Nous menons plusieurs enquêtes sur les agissements russes. Il ne s'agit pas seulement des relations entre Trump et la Russie, il s'agit de la Russie. Alors si j'étais Vladimir Poutine, je ne dormirais pas sur mes deux oreilles, parce qu'il ne sait pas où ça va finir. Mais Poutine ne compte pas s'arrêter là. À la suite de son opération américaine, il est soupçonné de s'être ingéré dans l'élection présidentielle française au printemps 2017, ainsi que dans le référendum du Brexit. À ce prix est sans doute sa revanche sur l'Occident. Pour le moment, elle lui permet de maintenir son emprise sur la Russie. Mais cette volonté de revanche, où nous entraîne-t-elle? Jusqu'où Poutine ira-t-il?